Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vendredi en 8, le 15 juillet, commencent les représentations du grand spectacle historique de la bataille de Castillon, sous le parrainage d'un certain Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir apporter mon soutien à cette nouvelle mouture du grand spectacle aquitain qui fait revivre la bataille de Castillon. On est en 1453, vous savez que c'est cette bataille qui a mis un terme définitif à la guerre de 100 ans. Éric Le Collen, son scénographe et metteur en scène, est avec nous cet après-midi, ainsi que la conseillère scientifique du spectacle, l'historienne Anne-Marie Cocula. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Héloïse, qui souhaite savoir pourquoi et depuis quand on mange des grenouilles et si l'on en mange seulement en France. Bien, si l'on en croit les Anglais, c'est un trait culturel bien distinctif. Vous savez qu'ils nous appellent les frog eaters, les mangeurs de grenouilles. Ah, ces chers Anglais. À Castillon, on leur a quand même bien rivé leur clou. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous allons parler aujourd'hui d'un certain comte de Shrewsbury, d'un certain John Talbot. Vous me permettrez de l'appeler Talbot, comme on fait chez nous, et comme font les Aquitains du reste, qui lui conservent néanmoins une certaine tendresse. Personnage tout à fait extraordinaire et qui, à lui seul, pourrait incarner toute la fin de la guerre de 100 ans. Vous savez ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, hein, ce combat quasiment atavique entre la France et l'Angleterre, qui était né dans la succession difficile du roi Philippe IV, du roi Philippe le Bel, au moment des rois maudits. Tout ça, il faudrait revenir à l'époque d'Édouard III d'Angleterre. Nous le referons peut-être tout à l'heure. Nous reviendrons sur les origines de cette guerre de 100 ans. Toujours est-il que la France s'est manifestée pendant cette guerre de 100 ans assez souvent sur les champs de bataille par son incurie. On a vu la chevalerie française se faire tailler des croupières par les armées beaucoup plus souples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus légères des Anglais, notamment par les archers anglais. Alors rappelez-vous Crécy, nous avons eu l'occasion un certain nombre de fois à ce même micro de revivre la terrible bataille de Crécy en 1346, cette bataille au cours de laquelle les chevaliers français se sont littéralement fait tailler en pièces sans pouvoir bouger sur le champ de bataille par les Anglais. Et puis il y a eu un moment bien pénible à Noyers-Maupertuis, ce qu'on appelle la bataille de Poitiers en 1356, bataille au cours de laquelle, cette fois, c'est le roi Jean le Bon, Jean II, qui a été fait prisonnier par les Anglais. C'est une des rares fois qu'un souverain français a été fait prisonnier par les troupes adverses. Et puis, bien sûr, la terrible bataille d'Azincourt, 1415, Agincourt, comme disent les Anglais. Cette bataille d'Azincourt qui se déroule sous le règne du roi fou, du roi Charles VI, et qui va voir une fois de plus la chevalerie française complètement dépassée par les archers du roi Henri V. C'est Shakespeare qui nous raconte, bien sûr, la bataille d'Azincourt et qui donne le beau rôle à Henri V avec cette adresse extraordinaire aux archers anglais. Le cher Talbot a connu tout cela et il s'est battu jadis contre Jeanne d'Arc. Il était à Orléans au moment du desserrement du siège d'Orléans, il était à Patay, il a participé à un grand nombre de batailles. Il est âgé maintenant, Talbot, il a presque 80 ans. Et s'il a connu Jeanne d'Arc, s'il a connu cette époque, on peut dire qu'il a aussi connu le retrait, le recul des Anglais, alors que Charles VII est en train de reprendre possession du territoire français. La guerre de 100 ans est officiellement arrêtée, enfin c'est ce qu'on va penser, au mois d'avril 1450, 15 avril 1450, au moment de la bataille de Formigny. Formigny, c'est en Normandie, c'est pas très loin de Bayeux. Le comte de Clermont, bien secouru par le connétable de Richemont et par les Bretons, a remporté une importante victoire là contre les Anglais. Il faut vous dire que les Bourguignons n'étaient plus aux côtés des Anglais. Le traité d'Arras, entre-temps, les avait détachés de l'alliance anglaise et évidemment, ça a facilité le travail des Français.
Dans la foulée de la bataille et de la victoire de Formigny, donc en 1450, l'host royal, l'armée du roi de France, sous le commandement du comte de Penthièvre, va descendre jusqu'en Guyenne, comme on disait à l'époque, dans cette partie de l'Aquitaine. Un traité est signé avec Bordeaux le 12 juin 1451 et l'on va voir les frères Gaspard et Jean Bureau, vous savez, qui sont des conseillers proches de Charles VII, prendre possession de cette Aquitaine. D'ailleurs, Jean Bureau devient maire perpétuel de Bordeaux. Ce titre même indique assez l'état d'esprit des Français qui veulent leur revanche et qui veulent définitivement mettre la main sur le Bordelais, sur l'Aquitaine et sur l'extraordinaire commerce qui s'y développe, bien entendu. Alors, est-ce que la guerre de 100 ans, cette fois, est définitivement terminée ? Peut-être pas tout à fait. Vous savez, quand le roi de France revient quelque part, généralement, il y revient avec tout son appareil fiscal. Et les mesures qui sont prises par les Français ne sont pas du goût du tout des négociants bordelais. Alors, on pense tout de suite au commerce du vin, bien entendu, mais il n'y a pas que le vin. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Les Aquitains, très vite, vont développer et vont nourrir une certaine nostalgie pour l'époque anglaise. Ah, du temps des Anglais, comme on était libre et comme le commerce se faisait bien. Il y a beaucoup de négociants qui passent leur temps sur l'Atlantique et la Manche, vous savez, qui vont vendre leurs denrées à Londres, et un certain nombre d'émissaires vont se rendre auprès du nouveau roi d'Angleterre, du roi Henri VI, qui par ailleurs lui est complètement empêtré dans la guerre des Deux Roses à l'époque, et le roi Henri VI, à la demande des Aquitains, va finir par mettre sur pied un corps expéditionnaire de 3000 hommes qu'il envoie donc en Guyenne. Le corps expéditionnaire arrive à Bordeaux le 20 octobre 1452. Il s'installe avec à sa tête un certain John Talbot. Oui, cette fois, le représentant sur le continent du roi d'Angleterre est à pied d'œuvre. Il s'installe à Bordeaux, bien entendu, et il attend, évidemment, la riposte du roi de France. Elle ne va pas tarder à se faire connaître. De la bande originale du film de Kenneth Branagh sorti en 1989, Henri V. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre cette bataille qui a lieu le 17 juillet 1453 entre les armées d'Henri VI d'Angleterre et celles de Charles VII de France, la bataille de Castillon. Là, elle n'a pas encore commencé et justement John Talbot et ses troupes attendent la riposte. Alors les souverains ne seront pas sur le champ de bataille, précisons-le, puisque Henri VI est représenté, je vous l'ai dit, par Talbot, qui vient de s'installer à Bordeaux au mois octobre-novembre 1452. Et puis de l'autre côté, c'est Jean de Blois, c'est Dunois, etc., qui mèneront l'host royal au nom du roi de France. Alors, les Anglais sont à Bordeaux, ils étaient 3000 dans ce premier corps expéditionnaire, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant l'hiver, un renfort est arrivé avec le fils de Talbot, qu'on appelle le seigneur de Lille, qui arrive lui-même avec environ 2000 hommes. Donc ça veut dire qu'il y a là 5000 combattants. Et n'oubliez pas, tous ces seigneurs de Guyenne, ces seigneurs gascons,
qui vont porter les troupes anglaises jusqu'à environ 8000 hommes, pour autant qu'on le sache. Donc ça représente quand même une très importante garnison qui se trouve dans les murs de Bordeaux et qui voit, non sans une certaine inquiétude, s'installer sous ces murs l'artillerie franco-bretonne. Je dis franco-bretonne, enfin l'essentiel des bouches à feu, ce qu'on appelle les bombardes à l'époque, sont des bombardes françaises, 300 bouches à feu sous les murs de Bordeaux, de quoi faire réfléchir ces Anglais qui viennent de s'installer au secours des Aquitains. 8000 hommes à peu près sont sous le commandement de Jean de Blois et des lieutenants français. 8000 hommes, alors il y a beaucoup, bien entendu, vous imaginez beaucoup de fantassins, mais il y a des francs archers. Ça, c'est l'enseignement de toutes ces défaites successives, si je puis dire. Les Français ont compris l'utilité des archers et ils en ont, bien sûr. Et puis, cette artillerie qui va faire la différence, puisqu'on considère que cette bataille de Castillon est la première grande bataille d'artillerie dans l'histoire occidentale. Donc, c'est très important. L'armée française se retranche essentiellement entre la Dordogne et la Lidoire, qui est une espèce de petit affluent qui serpente, qui sinue jusqu'à la Dordogne. Le camp principal se trouve à l'aplomb d'un gué qu'on appelle le pas de Rozan. On a installé aussi quelques détachements en avant-poste, notamment un détachement important, puisqu'il a joué pendant très longtemps un rôle dans le spectacle qui nous occupe aujourd'hui. C'est le prieuré de Saint-Florent. On est au nord de Castillon. Il y a là un important détachement français. L'artillerie, je vous l'ai dit, s'est déployée devant Bordeaux, histoire de faire pression sur les Anglais et sur Talbot. Il faut savoir que par ailleurs, les vignerons supplient Talbot d'intervenir parce que on se dit que plus il interviendra tard et plus on risque de se battre dans les vignobles et surtout que la saison avance, bien entendu. Et on aimerait bien que tout puisse être réglé avant les vendanges, bien entendu. Donc Talbot subit cette pression, subit la pression des Castillonnais également, qui lui disent que les Français font des ravages dans les environs, qu'il faut qu'il intervienne le plus vite possible. Talbot sait qu'il doit de toute façon intervenir assez vite. Vous savez, c'est la logique d'Horace de Corneille. Puisque les Français sont répartis en 3 grands corps d'armée, il faut essayer de les attaquer le plus vite possible. La meilleure défense, c'est l'attaque, si je puis dire. Et il va falloir essayer, c'est ce que se dit Talbot, il va falloir essayer de les vaincre l'un après l'autre. Car s'ils sont là tous ensemble, on n'y arrivera pas. Les Anglais vont donc se lancer assez vite dans la bataille. Talbot n'a pas été très difficile à convaincre lorsqu'il s'agissait de se battre. Il va remonter avec une partie de ses troupes. Il remonte la Dordogne jusqu'à Libourne. Il va passer là la nuit du 16 au 17 juillet. Il faut vous dire qu'il pleut beaucoup. Ça doit être une année qui ressemble à 2016. Cette année 1453, il a beaucoup plu. Les chemins sont boueux. Il y a partout des fondrières. Et l'artillerie anglaise, parce que bien sûr que les Anglais et les Gascons disposent d'une artillerie, cette artillerie n'a pas pu suivre. Ça va jouer un rôle absolument déterminant dans ce qui nous intéresse. Donc, au matin du 17 juillet 1453, les cavaliers et les piétons anglais vont attaquer ce fameux prieuré dont je vous parlais, le prieuré de Saint-Florent. La garnison française ne se bat pas à ce moment-là. La garnison française va se replier, j'allais dire comme un seul homme, derrière la Lidoire. Ça donne une fausse indication au commandement anglais, ça c'est incontestable. Les Anglais sont très fatigués, ils ont fait une étape à marche forcée, sous la pluie, dans la boue, la veille, avec quand même un certain nombre de machines de guerre, même si on n'a pas transporté l'essentiel de l'artillerie, avec les chariots, etc. Donc les Anglais sont fatigués. Certains disent, et je demanderai tout à l'heure à Éric Le Collen ce qu'il en pense, qu'ils ont par ailleurs passé la nuit dans des chais où ils ont fait bombance. Alors il semblerait qu'une partie des combattants anglais ne soit pas tout à fait, soit pas très très vaillante en ce matin du 17 juillet 1453. Et puis surtout, il y a cette information, ce message qui parvient à Talbot, qui vient du camp, qui vient des Castillonnais et qui lui disent que les Français sont en train de lever le camp. Donc, d'un côté, la garnison ne s'est pas battue à Saint-Florent et d'un autre côté, les Français sont en train de lever le camp. Talbot se dit que là, il faut vraiment attaquer, il faut poursuivre. Il va attaquer sans attendre et il attaque sur de fausses informations, vous l'aurez compris, puisque bien entendu que les Français n'étaient pas du tout en train de lever le camp.
Alors la bataille qui va se dérouler, j'allais dire sous nos yeux, elle s'est déroulée sans témoin direct, ce qui fait qu'elle fait partie de ces nombreuses batailles du Moyen-Âge pour lesquelles on n'a pas de précision dans le détail. On a simplement des rapports et des relations qui ont été faites après coup et par des gens qui n'étaient pas dans les combats. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Talbot se présente devant la position forte française, il est étonné d'abord par la remarquable ligne de défense qui a été établie et puis par les tirs d'artillerie qui sont terribles, ces tirs de bombardes. Voilà ce que nous dit le chroniqueur Jean Chartier. Talbot fut fort ébahi quand de ses yeux il vit les belles fortifications qu'avaient faites les Français. Cependant, Talbot et sa compagnie arrivèrent droit à la barrière, croyant forcer d'emblée l'entrée du parc. Alors commença grand et terrible assaut, où se passèrent de grandes vaillances de part et d'autre. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres. En l'occurrence, il n'y a pas de ténèbres, puisque c'est quand même une bataille qui se livre en plein jour. Donc, grande vaillance de part et d'autre, où il fut merveilleusement combattu main à main, à coups de hache, de guisarmes, de lances et de traits moult vaillamment. Ce chaplis dura l'espace d'1 heure, car les Anglais y revenaient toujours avec grande ardeur, et aussi les Français ne s'épargnaient pas à bien les recevoir, et c'est un moment, un assaut furieux de la part d'Anglais qui sont fatigués, qui sont inférieurs en nombre et qui n'ont pas, bien entendu, l'avantage de la position, vous l'aurez compris, puisqu'ils attaquent la palissade extrêmement bien défendue des Français. Ils iront quand même y ficher quelques étendards. Donc il y a un courage extraordinaire de la part des Anglais. Ce qu'ils ne pouvaient pas deviner, c'est que les Bretons étaient là et que l'effet de Formigny allait se reproduire et que de nouveau, l'assaut des Bretons allait faire la différence. Alors là, c'est la mise en fuite des troupes britanniques. On voit certains se noyer carrément dans la Dordogne. Quant à Talbot, ça c'est assez extraordinaire. Après Formigny, il avait fait serment à Charles VII qu'il ne prendrait plus les armes contre la France. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se présenter en armure ni armé sur un champ de bataille contre les Français. Ou alors, il se parjurerait, vous imaginez, de la part d'un chevalier. C'est tout à fait inadmissible, c'est tout à fait impensable. Et donc, Talbot se trouve sans armure, sans armes, sans banneret sur le champ de bataille. Il n'est même pas reconnu par l'archer qui va le tuer. La mort de Talbot est une chose terrible parce qu'il va être, dit-on, achevé à coups de hache. C'est quand même une fin invraisemblable. C'est une fin bien peu digne du grand combattant qui n'aura pas connu son 80e anniversaire et qui aura finalement disparu au milieu de la foule des combattants dans une forme d'anonymat. C'est peut-être, après tout, ce qu'on peut souhaiter à un chef de guerre lorsqu'il est en train de connaître sa pire défaite. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes le 17 juillet 1453 au cœur de la bataille de Castillon que vous venez de nous faire vivre, Franck Ferrand, avec notamment la mort de John Talbot, celui qui représente Henri VI d'Angleterre sur le terrain, qui est mort dans l'indifférence la plus totale. Oui, le vieux Talbot a été désarçonné sans qu'on sache même qu'il était le chef des Anglais. Il a été mis à mal, achevé à la hache, dit-on. Son fils aussi est mort. Je vous parlais de ce seigneur de Lille qui meurt aussi sur le champ de bataille. Au total, on comptera 9000 pertes du côté des Anglais. Alors, quand on dit pertes, ce ne sont pas seulement des morts, des morts, des blessés et des prisonniers. Mais c'est quand même une défaite totale et définitive pour le corps expéditionnaire britannique et pour ses alliés gascons qui n'ont pas réussi donc à s'imposer face aux troupes franco-bretonnes. Je vous ai dit tout à l'heure que cette victoire française était d'abord une victoire de l'artillerie. C'est aussi, disons-le, une victoire de l'ardeur de ces barons de France qui étaient bien décidés à pousser jusqu'au bout la reconquête du territoire entreprise par le roi Charles VII. C'est intéressant d'ailleurs de noter que, alors là, cette fois, on peut dire que la guerre de 100 ans est terminée. Certains historiens en tiennent pour Formigny, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'après Castillon, il n'y aura plus de bataille, il n'y aura plus de guerre entre Français et Anglais au Moyen-Âge. Donc c'est la fin de cette guerre de 100 ans. Il est intéressant de noter que 6 semaines plus tôt seulement, puisque c'était le 29 mai, on avait vu tomber
Constantinople. Vous savez, ce sac de Constantinople, les Turcs seldjoukides qui l'emportent, qui envahissent Constantinople et qui vont créer l'Empire ottoman, et qui marquent la fin du Moyen-Âge, c'était quelques semaines seulement avant cette bataille de Castillon. On pourrait presque dire, en tirant un peu, et je fais confiance à Éric Le Collen pour le dire, par ailleurs, dans son spectacle, que la bataille de Castillon met fin à la guerre de 100 ans et au Moyen-Âge, d'une certaine façon. Alors, quelques jours après, c'était exactement le 19 juillet, donc 2 jours après, les Français vont entrer dans Castillon. Là, les représailles seront terribles. On ne peut pas dire que les Français vont se montrer très généreux envers les habitants de la Guyenne. La clémence sera minimale. Bordeaux se rendra le 17 octobre de cette même année. Quand vous pensez que le corps expéditionnaire de Talbot était entré dans Bordeaux le 20 octobre 1452, ça veut dire que la liberté bordelaise, si je puis dire, aura duré, cette parenthèse d'alliance avec l'Angleterre contre le roi de France aura duré 1 an exactement. Alors là, c'en est absolument fini des prétentions anglaises sur l'Aquitaine. Pour autant, ça n'en est pas fini du tout de ce lien privilégié entre les Aquitains et les Britanniques, un lien qu'on peut constater encore de nos jours. Et il y a une chose qui ne trompe pas, tout simplement, c'est que lorsque vous vous rendez aujourd'hui dans cette région, vous voyez que non seulement les Anglais sont très présents, mais que la mémoire de cet événement de la bataille de Castillon est une mémoire qui paraît encore très vive. Et tous les 17 juillet, on voit encore fleurir la stèle à la mémoire de John Talbot. Bonjour Éric Le Collen. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Cocula. Je suis très heureux de vous recevoir cet après-midi pour évoquer non seulement la bataille de Castillon, mais aussi la mémoire de cette bataille. Et c'est un moyen peut-être de mieux connaître le sud-ouest de la France. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La bataille de Castillon, au cœur de l'histoire aujourd'hui. Avec vos invités, Franck Ferrand, vous recevez Anne-Marie Cocula, historienne, ancienne présidente de l'université Bordeaux 3, Bordeaux-Montaigne aujourd'hui, responsable du comité scientifique du spectacle, et Éric Le Collen, scénographe et metteur en scène de spectacles et d'événements, metteur en scène, auteur et compositeur du spectacle La bataille de Castillon, à voir du 15 juillet au 20 août à Castillon-la-Bataille. Alors, est-ce qu'on peut dire, Éric Le Collen, qu'il y a encore une certaine nostalgie de la présence anglaise en Aquitaine ? Oui, je pense que je dirais une nostalgie, je crois que les liens ne sont jamais distendus. Il y a toujours eu, ne serait-ce que de par les liens avec le négoce bordelais, avec Londres, cette première taverne ouverte à Londres, O'Brien, par le propriétaire du Châteaubriand à l'époque. Et donc, il y a toujours eu un lien. Et d'ailleurs, nous, on le voit avec nos acteurs, puisque nous avons des acteurs anglais qui jouent dans le spectacle. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, vous avez, je ne sais pas si on a le droit de le dire, ça, vous voulez peut-être en faire la surprise à vos spectateurs, mais il y a un Anglais célèbre qui inaugure le spectacle, en fait. Voilà, et je pense que la citation récente du Tour de France est tout à fait opportune, puisque cet Anglais célèbre a fait 4000 km en 1908 à vélo pour venir voir le site de la bataille de Castillon. Alors, c'est assez étrange et inattendu, bien entendu. Habituellement, lorsqu'on assiste à un spectacle de reconstitution comme celui-ci, c'est toujours à la gloire, plus ou moins, d'une façon plus ou moins directe, de la France ou du roi de France. Là, c'est un petit peu le contraire, en fait, qui se passe. Il faut le dire, il faut le signaler à nos auditeurs. Oui, c'est-à-dire que le public est souvent étonné de ce parti pris anglo-gascon qui gouverne et qui fait que le français est un étranger, un envahisseur. Alors, Talbot meurt sur le champ de bataille, son fils aussi, on relève énormément d'anglais sur ce champ de bataille. Ce qui est en revanche plus difficile, c'est de savoir exactement quelles ont été les étapes du combat. On ne sait pas ça vraiment, on n'en sait rien, Anne-Marie Cocula, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de témoins visuels. Donc on n'a pas la grande chronique qu'on peut avoir pour d'autres batailles de la guerre de 100 ans. Oui. Tout à fait, mais c'est rare en quelque sorte d'avoir conservé ces mémoires-là et ces chroniques-là. Et puis je pense aussi, pour dire vrai, que on n'a pas tout à fait permis cela. Le roi de France était tellement pressé d'en finir avec Bordeaux et les Bordelais qu'il avait trahi.
faut quand même employer le mot ici, il y a eu trahison de la part des Bordelais, qu'il fallait absolument les punir. Et ce qu'on leur avait laissé entrevoir comme élément, j'allais dire, d'espérance de ce rattachement direct à la France, c'est tombé à l'eau, et notamment la création d'un Parlement. On leur a dit attendez quelque temps, et surtout, à l'issue de la bataille et de la guerre de 100 ans, on leur a construit 2 forteresses intramuros, dans Bordeaux, le fort du Ha, juste à côté de la cathédrale Saint-André, et le château Trompette. Oui. Et ça, bien évidemment, c'était la Bastille des Bordelais, et ça allait rester très longtemps. Oui, bien sûr. Il a fallu les punir, d'une certaine manière. Alors, je parlais d'une victoire, d'un triomphe de l'artillerie. C'est vrai que le nombre de bouches à feu était sans précédent au cours de cette bataille de Castillon. Est-ce que l'artillerie a fait vraiment la différence ? C'est ce qui a permis aux Français et aux Bretons de s'imposer face aux Gascons et aux Anglais ? Je crois que l'artillerie a fait la différence, mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est le cheminement, le cheminement, l'attente en fait. Et c'est vrai que l'artillerie fait la différence. C'est un peu une revanche par rapport aux archers dont vous avez parlé, mais il faut quand même souligner une chose, c'est que l'artillerie qui se développe à ce moment-là et qui épouvante, parce qu'en fait, là, elle trompe les lois de la guerre. En fait, on est tué par un boulet, on ne sait pas d'où il vient. L'artillerie, elle coûte très cher. Eh oui. D'où le rôle des frères Bureau, là, alors il faut le dire. Bien sûr, on a besoin de techniciens, on a besoin de spécialistes, on a besoin d'ingénieurs, et à partir de ce moment-là, la guerre va changer de signification, et la chevalerie va être en quelque sorte un peu sur ce chemin du déclin, parce que pour un chevalier, être désarçonné par un adversaire qu'il voit en face de lui, c'est, je dirais, les lois de la guerre. Mais recevoir un boulet de canon, c'est terrible. Et la guerre change de sens. Et c'est pour cela, il me semble, en quelque sorte, qu'au début du XVIe siècle, et qui arrive, il est bien évident que la chevalerie va être en recherche, finalement, de cet honneur qui lui sera enlevé par les progrès considérables de l'artillerie. Alors, entre-temps, on avait aussi fait confiance aux archers. On avait découvert l'efficacité des archers anglais. Donc, les Français avaient eux-mêmes adopté cette nouvelle arme. On dispose désormais d'armées plus mobiles, plus faciles à déployer que ces espèces de chevaliers dans leurs armures, qui étaient très lourds et très peu maniables. On a donc des armées plus souples, plus rapides, qui frappent de manière beaucoup plus incisive, avec désormais cette préparation d'artillerie qui va se généraliser dans les combats et qui va devenir la règle générale dans toutes les guerres pour des siècles à venir. Donc c'est vrai que c'est une révolution de la stratégie à laquelle on assiste. Il y a aussi un aspect qu'il faut souligner pour ce qui est de Castillon, qui joue un rôle très important dans le dispositif du spectacle, bien entendu, c'est qu'on n'est pas il ne s'agit pas d'un affrontement de 2 armées mobiles, mais bien de l'assaut d'une armée face à une position forte. Ça, c'était assez imprudent de la part de Talbot et des Anglais. Imprudent, oui, mais il n'y avait pas à l'époque ni téléphone portable, ni éléments de renseignement, ni communication. Donc je crois qu'il faut se dire qu'ils étaient en manque d'informations. Alors les informations, elles leur étaient fournies par des messagers, mais ces messagers étaient des hommes qui allaient le plus souvent à cheval, qu'on pouvait intercepter et qui étaient en quelque sorte des jalons très compliqués, très fragiles de ces batailles qui souffrent effectivement de ce manque d'informations. Alors on les piste, on les arrête, on les tue. On peut parler d'un baroud d'honneur pour les Anglais. Il s'était retiré. Le roi de France avait repris possession de toute sa façade atlantique. Et puis, voilà que dans une sorte de remords, Henri VI envoie un corps expéditionnaire, à la demande, c'est vrai, des Bordelais. Mais c'est une dernière tentative qui se solde donc par un échec ? Je suis pas assurée que ce soit une dernière tentative. Je pense qu'en fait, ils avaient pu revenir. Ils ont essayé à La Rochelle ensuite. Bien sûr, ils seraient revenus, mais un peu plus tard que la bataille de Castillon, il y aura la fameuse paix de Piquigny. Oui, bien sûr. Et cette paix de Piquigny va en quelque sorte, j'allais dire, régulariser les relations. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, les relations commerciales. À partir du moment où l'on peut se dire que l'on fait voguer les navires avec le vin Claret, mais en même temps, les Bordelais ne cesseront pas d'attendre les Anglais. Je rappellerai simplement qu'ils comptent sur eux au milieu du XVIIe siècle, sous la Fronde. Et qu'en fait, ils les attendent et qu'il y aura des émissaires de Cromwell qui arriveront dans Bordeaux révoltés. Donc, cette nostalgie du retour des Anglais, elle met du temps.
Bordeaux, la plus anglaise des villes françaises, d'une certaine manière. Certes. On peut Sans le dire, doute. incontestablement. Alors, évidemment, il faut arriver à mettre tout cela en scène. Vous avez un grand nombre de comédiens. Vous n'avez pas les 7 ou 8 comédiens habituels en tant que metteur en scène. Vous en avez 400 sous vos ordres, vous, Éric Le Collen. Oui, tout à fait. 400 comédiens. On a une cinquantaine de chevaux et d'attelages divers pour représenter ce spectacle en 1h30. Vous racontez quoi ? Quel est le... Alors, ce que je raconte, si vous voulez, j'essaie de quitter le procédé de spectacle historique, c'est-à-dire de narration d'un fait historique, mais je joue la bataille à travers des personnages. C'est-à-dire que c'est assez émouvant de voir Talbot qui a non seulement Laure-Lille, mais Henri aussi qui est avec lui. Et donc j'essaie de créer le rapport entre le public et certains personnages et de les suivre comme dans un film en direct un petit peu tout au long de l'histoire. Et c'est vrai que ces deux fils de Talbot qui vont essayer de l'inciter à ne pas charger, puisque Laure-Lille dans le spectacle essaie de le convaincre de ne pas partir à la bataille. Donc il y a tout ce rapport filial je crois qu'il y a cette dimension épique que vous racontez très bien d'ailleurs dans votre émission, mais cette dimension épique profondément humaine et je dirais émouvante, parce que finalement c'est une bataille, mais c'est aussi la vie d'une province, d'une région. Et les acteurs qui jouent dans le spectacle sont extrêmement investis, sont des gens extrêmement rigoureux. Ils jouent vraiment les rôles. C'est un gros travail et je ne les dirige pas comme des bénévoles, je les dirige comme vraiment des gens professionnels. Quels sont les principaux rôles de ce spectacle ? Quelles sont les grandes figures sur lesquelles vous vous appuyez ? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant. Bonjour, c'est Marion Ruggieri. Retrouvez-moi tout à l'heure dès 15h sur Europe 1. Avec ce chiffre aujourd'hui, 69% des enfants français disent être parfois angoissés de ne pas assez bien réussir à l'école. Alors que les grandes vacances commencent aujourd'hui, Marion Ruggieri se demande si nous n'en demandons pas trop à nos enfants. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag P2CE. Il n'y en a pas deux comme elle, c'est dans un quart d'heure à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes au Moyen-Âge cet après-midi sur Europe 1, au cœur de la bataille de Castillon. Avec vos invités, Franck Ferrand, vous recevez Anne-Marie Cocula, historienne, ancienne présidente de l'université Bordeaux 3, appelée aujourd'hui Bordeaux-Montaigne, responsable du comité scientifique du spectacle, et Éric Le Collen, scénographe, metteur en scène de spectacles et d'événements, et metteur en scène, auteur-compositeur du spectacle La Bataille de Castillon, du 15 juillet au 20 août à Castillon-la-Bataille. 14 dates que vous pouvez retrouver sur le www.batailledecastillon.com. Alors ce spectacle, il reprend cette année après une petite interruption, mais il existe depuis le milieu des années 70, Éric Le Collen. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'aventure a commencé avec une bande d'amis, une bande de copains, qui dans les années 77 avaient décidé de faire revivre ce fait historique qui n'était connu qu'en local. Et peu à peu, le projet a pris de l'ampleur. Et puis, il a changé de site pour rejoindre au début, donc dans les années 86, ça fait déjà quelques années, le magnifique site du château de Castejein, qui offrait vraiment un territoire magnifique pour ce type d'évolution. Donc c'est une très grande scène, hein, bien sûr. Hein, on a 7 hectares d'Ercénie. Voilà, donc 7 hectares de scène, 600 bénévoles, donc 400 comédiens, 40 cavaliers pour ce spectacle, avec beaucoup d'effets, de pyrotechnie, etc. Ça dure 1h30, le spectacle, hein, bien sûr. 1h30 non-stop, oui. Avec beaucoup de nouveautés cette année, d'après ce que vous m'avez montré l'autre jour. J'ai vu les maquettes, moi j'ai été privilégié en fait. Oui, beaucoup de nouveautés, c'est-à-dire que le lieu reste le même, l'histoire reste la même, mais j'ai vraiment soigné à travers des nouveaux personnages, une nouvelle écriture, un nouveau texte et de nouvelles musiques aussi, une nouvelle manière de raconter cette histoire-là. Avec vous donnez la parole à un certain nombre de héros. Alors justement, c'est la question que je vous posais. Quels sont les personnages clés du spectacle de la bataille de Castillon ? Alors, si vous voulez, à partir du moment où c'est un spectacle historique, il y a les visions populaires, il y a les visions politiques, il y a la bataille vue du côté du pouvoir, vue du côté du peuple. Et d'abord, il y a l'abbaye de Saint-Florent, puisque le lieu principal, scénographiquement, on représente le prieuré de Saint-Florent. Il y a l'abbaye de Saint-Florent. Le prieuré de Saint-Florent, pour tous ceux qui nous rejoindraient, c'est ce poste avancé des positions franco-bretonnes, justement, hein, qui a été très vite évacué au moment où Talbot lance son tout premier assaut. Oui, tout à fait.
Et donc, il y a la baie de ce prieuré. Il y a aussi la vision locale avec les jurats de Castillon. Jurats, donc, au sens de l'époque, c'est-à-dire des gens qui avaient le pouvoir administratif sur la commune. La vision gasconne avec Jean de Foix, qui lui va aller voir le roi d'Angleterre à Londres. Et puis, John Talbot, ses 2 fils. Jean Bureau, qui lui évoque cette stratégie, et puis un personnage incontournable dans l'histoire qui est Aliénor, parce que Aliénor, elle flotte comme un nuage, comme une espèce de nuage, une vision éthérée, c'est-à-dire qu'elle a vécu en Aquitaine, c'est son enfance au palais de Lombrières, il y a son fils Richard, donc elle est un petit peu comme un personnage qui regarde d'en haut les faits historiques et je crois qu'elle est toujours présente dans cette période-là. Et puis notre cycliste mystère dont on ne révélera toujours pas l'identité. Alors Talbot joue un rôle essentiel, il est central dans l'histoire. Oui, Talbot joue un rôle central, mais paradoxalement, Talbot ne dit qu'une phrase dans le spectacle. Et je me suis amusé aussi à faire parler des personnages et à ne pas faire parler Talbot. Il voudrait que ses fils ne restent pas sur le champ de bataille. Voilà, Talbot veut que ses fils fuient parce qu'il leur dit que leur jeunesse leur dicte de vivre. Et par fidélité à leur père, les 2 fils vont mourir auprès de lui. Vous avez joué un rôle important, vous, Anne-Marie Coccula, puisque c'est vous qui avez surveillé, en quelque sorte, que tout ce qui était dit et montré dans ce spectacle correspondait à une réalité historique. Oui, enfin, on va essayer en tout cas. On a recherché cela, on a recherché cette forme de retour à une réalité et en essayant, Éric vient de le dire, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Pour éviter cela, et donc finalement moi je salue effectivement la mise en scène, puis je salue le cadre aussi. Alors donc, justement parce que l'anachronisme il peut être dans les comportements, dans le langage, dans les tenues, mais il peut être aussi dans le paysage simplement, c'est-à-dire que le paysage de la Guyenne de la guerre de 100 ans n'est pas tout à fait celui que nous connaissons nous aujourd'hui. Non, et puis la bataille ne s'est pas passée là, elle s'est passée au bord de cet acteur essentiel qui était la rivière, hein. Castillon, c'est l'endroit où remonte finalement le flot montant de la marée. Oui. C'est l'endroit où les Anglais peuvent être ravitaillés en armes, en munitions, en soldats. Donc, mais le faire à l'heure actuelle au bord de la rivière, ça serait très compliqué. Donc, on a choisi ce site qui est merveilleux, avec un château un peu plus récent, mais vu de loin avec les murailles. Dans la nuit, c'est le cas dans la nuit, c'est bon. Et avec les effets de lumière et de pyrotechnie, l'illusion est totale. Et avec la reconstitution, en quelque sorte, en image du départ de la flotte, avec tout cela, non, je crois que on est bon dans l'authenticité. Parlons de la nuit, c'est l'une des conditions de ce genre de spectacle. Éric Le Collen, ça commence tard, c'est ça ? Ça commence à la nuit, c'est-à-dire à 22h30. 22h30, oui. Oui, on attend 22h30 en juillet. On a le temps de dîner avant, c'est bien, c'est parfait. On a le temps de dîner, et c'est vrai qu'on est dans une région où l'art, la gastronomie, le vin sont mixés. Et justement, le vin est présent dans le spectacle. Il est même central d'une certaine manière. Il y a non seulement le vin, mais il y a toutes les pratiques, toutes les techniques d'autrefois. Vous ne vous concentrez pas sur l'aspect militaire de la bataille, bien entendu. Vous nous donnez à voir toute une tranche de vie issue du Moyen-Âge. Oui, tout à fait, parce que donc la viticulture au Moyen-Âge, enfin ces rapports entre la France et l'Angleterre, et pas que l'Angleterre, je voulais aussi que le public prenne conscience que le Moyen-Âge est la première grande période de prospérité de la viticulture bordelaise. Et donc, on a vraiment cette fameuse flotte d'automne qui part avec des centaines de navires. Donc, c'est ces milliers de barriques qui partaient chaque année. Et elle fait partie du paysage culturel et local, d'ailleurs, du spectacle, puisqu'on a des vignes en vue depuis le lieu du spectacle. Donc, le vin fait partie vraiment de cette aventure. Rassurez-moi, vous n'avez pas trop sacrifié à la mode actuelle des chansons et des chanteuses à voix, comme on dit. Et c'est pas une comédie musicale que vous nous proposez. Non, pas du tout. Non. Il y a de la fantaisie, en particulier la manière dont un battleur raconte la vie d'Aliénor d'Aquitaine, mais bon, de la fantaisie, parce qu'un spectacle sans humour, pour moi, n'est pas un spectacle. Oui. Est-ce qu'on peut dire que d'une façon générale, les figurants qui travaillent avec vous et les comédiens, etc., sont investis dans cette histoire? Est-ce que les gens prennent leur rôle au sérieux? Est-ce que vous avez l'impression que cette histoire, pourtant très ancienne maintenant, qui date de 1453, leur paraît réelle? Alors, si vous voulez, il y a quelque chose qui
qui mobilise, je dirais, autant le metteur en scène que le public, c'est que ces gens jouent très près du public. On n'est pas dans des fresques où les gens sont à des centaines de mètres à faire des grands gestes. Les tribunes comportent combien de places? On a presque 3000 places. Oui. Et ces gens savent qu'ils jouent très proche des gradins et on passe avec toute l'équipe artistique, puisqu'il y a autour de moi, je ne suis pas tout seul bien sûr, avec toute l'équipe artistique, on passe énormément de temps à leur raconter l'histoire. Ils connaissent l'histoire aussi bien que moi et on les dirige un par un. Donc pour moi, c'est aussi, on a la mission en mettant en scène un spectacle comme ça, on a la mission de vraiment de s'approprier un patrimoine et puis d'être vraiment acteur, enfin d'être vraiment très, très, très sérieux et impliqué dans le spectacle. J'étais au Puy du Fou le week-end dernier et je voyais tout ce qui s'est développé autour de la cinécénie. Vous aimeriez qu'il y ait également une sorte de parc ou d'activité autour de votre spectacle? Oui, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des possibilités. D'abord, on a un cadre exceptionnel puisqu'on est à quelques encablures de Saint-Émilion et puis et de Castillon. Donc, je pense que le sujet, le thème et toute la magie qu'il peut opérer au niveau des enfants, parce que on parle de chevalerie, c'est quelque chose qui est encore très très vivant dans l'imaginaire des enfants, et donc je pense que autour de la bataille, il pourrait se développer de nombreuses activités. On a vu à quel point Talbot restait présent dans la mémoire des gens de Bordeaux et des environs. Les Bordelais ont été sévèrement punis par le roi de France. Les liens avec l'Angleterre se sont maintenus à travers les siècles, il faut le dire. Il y a cette présence, évidemment. Est-ce que on pourrait imaginer que la bataille est tournée autrement, que Talbot l'ait emportée et qu'il y ait eu une enclave anglaise dans le Bordelais? Est-ce que ça aurait pu se passer, Anne-Marie Cocula? Ça, on peut l'imaginer, on peut toujours l'imaginer, mais je peux vous dire en quelque sorte que Louis XI venant... juste après, je suis pas sûre que cette enclave aurait duré très longtemps. Non, j'en suis vraiment pas sûre. Et bon, il est bien évident en quelque sorte que on rétablissait le commerce, mais on avait un œil très vif, très vigilant sur cette capitale rebelle qui va le rester durant des siècles. Je vous rappelle quand même que l'épisode révolutionnaire du grand affrontement entre Girondins et Montagnards, bien sûr, et voilà. Donc, Bordeaux n'est pas aussi sage qu'on le dit. Est-ce que finalement tout ça n'est pas écrit après coup, si je puis dire? On dit que la bataille de Castillon met fin à la guerre de 100 ans, mais encore faut-il que cette guerre de 100 ans soit définie comme telle. C'est une construction historiographique, la guerre de 100 ans. Tout à fait, c'est une construction historiographique et c'est une construction en quelque sorte qui a été, si j'ose dire, amplifiée, magnifiée au 19e siècle, au moment où les relations franco-anglaises n'étaient pas des meilleures, pour plusieurs raisons, mais à l'époque, bien évidemment, les contemporains n'ont pas su que la guerre de 100 ans était terminée, et n'ont pas su d'ailleurs qu'elle avait duré 100 ans, et surtout la dimension, je dirais, nationale, qui a été exaltée au 19e siècle pour des raisons faciles à comprendre, on ne l'a pas au milieu du 15e siècle, sauf que Azincourt a créé déjà un mouvement, je dirais, de résistance, un début de résistance par rapport à ce qui était ressenti comme une armée d'occupation. On peut dire d'ailleurs la même chose du Moyen-Âge. La catégorie Moyen-Âge, extrêmement long, ce Moyen-Âge, il dure 1000 ans. Cette catégorie est créée là aussi plus tard. Et quand on dit que la chute de Constantinople entraîne la fin du Moyen-Âge, c'est une convention. Donc en fait, la fin du Moyen-Âge, la fin de la guerre de 100 ans, ce sont des constructions a posteriori. En revanche, ce qui est certain, c'est que la société, elle, est bel et bien en train de changer au milieu du XVe siècle. Et que cette date de 1453 est un véritable pivot. Nous l'avons vu pour ce qui est de la façon de faire la guerre. On pourrait dire exactement la même chose pour un grand nombre d'activités humaines qui se transforment et qui changent vers la fin du XVe. Il y a un autre changement. C'est qu'au cours de cette très longue guerre, la chevalerie s'est endettée, la chevalerie s'est ruinée, et que, au contraire, protégée par les fortifications et les remparts, les bourgeois des villes, ceux qui ont le droit de bourgeoisie, ont en quelque sorte aidé les nobles. Ils ont pressé de contraintes et de droits les paysans, et finalement, ils vont s'apprêter à jouer un rôle important au siècle de la modernité. Merci beaucoup Anne-Marie Cocula. J'espère que vous viendrez bientôt nous parler de la Boétie, puisque je crois que vous êtes en train de mettre la dernière main à un ouvrage à son sujet. Oui, et je vous signale d'ailleurs que Montaigne est présent à la bataille de Castillon. N'est-ce pas? Oui. Alors, ça n'est pas lui qui est à vélo, je le précise tout de suite. Non, mais qui s'étonne. Par contre, Franck, je voudrais citer un indice quand même pour le personnage à vélo. Là, vous reconnaîtrez, on ne connaît pas le personnage à vélo, mais on connaît sa voix, puisque c'est celle de Franck Ferrand. Ah oui, voilà. Donc si vous révélez
tout d'un coup, il n'y aura plus de surprise du tout. Comment faut-il faire concrètement, Éric Le Collen, pour participer, enfin pour assister plus exactement au spectacle? Alors, je pense que pour assister au spectacle, il faut aller à Castillon-la-Bataille. Voilà, Castillon-la-Bataille qui est vraiment tout à côté de Saint-Émilion. Et puis choisir une des 14 dates. Venir pas trop tard parce qu'il y a beaucoup d'animations avant le spectacle, à partir de 18h30, 19h. Dont certaines assurées par votre serviteur, mais on ne donnera pas les dates pour ne pas faire de distorsion. Absolument. Et puis des très bons repas et du bon vin avant d'assister au spectacle. Merci beaucoup, nous serons donc tous présents. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec pour vous, Franck, aujourd'hui une question d'Héloïse qu'elle vous pose sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Depuis quand mange-t-on des grenouilles et mange-t-on seulement des grenouilles en France? Alors, je me rappelle que lorsque j'étais en cours de grec, ça me ramène au lycée, nous reprenions le texte d'Aristophane. Vous savez, les grenouilles, on disait « O brekekex coax coax trioto trioto totobrix ». C'est comme ça que Aristophane faisait parler ces grenouilles. Vous comprenez que les grenouilles jouaient un rôle très important dans l'Antiquité. On parlait d'ailleurs, lorsque les grenouilles tombaient du ciel, qui était la punition que Zeus faisait pleuvoir, on parlait d'une pluie de diopètes. C'est au Moyen-Âge que la consommation de grenouilles va faire son apparition en Occident dans des festins médiévaux. Vous savez, on essaie de renouveler les plaisirs, si je puis dire, mais enfin quand même, on ne peut pas dire que les gens se jettent dessus. Bernard Palissy nous dit notamment « De mon temps, j'ai vu qu'il se fût trouvé bien peu d'hommes qui eussent voulu manger ni tortue ni grenouille ». Néanmoins, à partir du XVIe siècle, donc, la grenouille va devenir un des plats à la mode, un plat même incontournable de la gastronomie française. Certains marchands comme Simon de la Grenouille, qui est un jeune Auvergnat, qui engraissait, cuisinait et vendait lui-même les grenouilles de sa terre natale à Paris, ces marchands ont fait fortune autour des années 1750. C'est notamment à lui qu'on doit les grenouilles à la Simon, dont le renom va durer jusque très tard, jusqu'au Second Empire. Quand on dit grenouille, vous doutez bien qu'on mange pas tout le petit animal. On se contente des cuisses qui sont charnues, généralement. La consommation de grenouilles néanmoins n'a jamais fait véritablement l'unanimité et certains ont rapproché cette consommation d'actes de sorcellerie, vous voyez quand même, jusqu'au XIXe siècle. Grimaud de la Reynière, le grand critique, disait « On ne saurait trouver aucun comestible unissant plus de finesse de goût et de pureté dans la saveur. De nos jours, les espèces les plus consommées sont les rainettes vertes et rousses et l'on ne consomme que leurs cuisses, bien sûr, dont la chair, je vous l'ai dit, est à la fois très protéinée et très peu calorique. Voilà, ça devrait donner des idées à certains. Alors bien sûr, les Anglais, eux, regardent ça avec horreur et ils continuent de nous appeler les mangeurs de grenouilles.